Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit. Depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard, en plein Noël avec de belles illuminations. En plein milieu du marché de Noël, où ils nous ont mis quand même une belle forêt de sapins. T'as pas peur de te perdre? Je m'y suis perdu. C'était pas éclairé, je m'y suis perdu. Mais tout d'abord, nous allons souhaiter l'anniversaire à ma petite fille qui a 9 ans aujourd'hui, Lou. Bon anniversaire Lou. À toi. Et moi, écoute, j'en profite aussi pour souhaiter un happy birthday à Astrid Sabatier qui nous regarde depuis Austin dans le Texas. Bon, ça doit être 5-6 heures du matin. Elle m'a promis qu'elle regarderait, alors je te fais de gros bisous de toute la famille et tous les copains d'ATV qui t'adorent. Bon alors, qu'est-ce que ces illuminations, on a fait tu as eu un petit coup de gueule la semaine dernière. Est-ce que ça s'est arrangé? Elles sont arrivées. Ça s'est bien allumé. On peut voir quand même qu'ils ont fait pas mal d'efforts. Malgré leurs manifestations qui nous ont plantés pendant le marché de Noël. Ce que je trouve navrant, c'est qu'ils profitent toujours d'une fête des enfants pour faire leurs manifestations. Pour paralyser le parking peut-être? Non, ils sont partis sur la municipalité, là-dessus, on n'a pas été arrêtés. Voilà. Moi, je ne partage pas ton avis, mais bon, c'est toi le commerçant, si tu es content. Moi, je trouve que ça fait un peu tristouner quand même, cette entrée de Pont-Saint-Esprit, et ce parking-là qui est paralysé pour, pas quand même une animation importante. Non, c'est pas important du tout, puisque ça nous enlève quand même le parking pour les gens qui viendraient pour consommer, mais il faut quand même remercier le petit effort qui a été fait malgré tout, et Bouge ta ville, parce qu'ils ont leur chalet et ils y sont tous les jours dans le froid. De cela même, nous lundi on a fait l'apéro au vin chaud, on allait chercher les vins chauds là-bas pour le boire ici, juste pour montrer qu'on était avec eux, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir des illuminations même le soir. Ouais. Le soir après 19h, c'est coupé, c'est mort. Ah, c'est un peu dommage. C'est ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle, c'est le cas de le dire. Mais bon, l'effort a été fait, tu es content. Bon, on est toujours en pleine semaine savoyarde à la brasserie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Alors, vous avez de la tartiflette avec du super reblochon, il y a de la raclette avec de la bonne charcuterie et aussi l'aligot avec de la saucisse bio. Et le petit vin blanc qui va bien? Et qui va bien. Et voir la petite bière? La bière de Noël en apéro, ça passe très bien. Et on chante Étoile des neiges. À la fin du repas. Mon cœur amoureux. Et puis Noël qui arrive. Alors ton programme? Apéro. Apéro. Et après, papillote des familles. Tu fermes un peu? Je ferme le 24 au soir et le 25. Mes employés aussi ont besoin de repos. Et je crois que c'est normal. C'est une belle tradition à respecter, à honorer, même pour les commerçants. Il faut fermer et puis il y a toute la semaine d'après pour finir les fêtes de fin d'année en beauté. Surtout que pour le 31, moi je fais un nouvel an à la bonne franquette. Alors annonce-le parce que nous aussi on va, je pense, reprendre que l'année prochaine. On va faire un break. Ouais, entre les vacances. Voilà. Ouais. En plus, je suis en congé maintenant. J'ai que 4 jours par an. Tiens, après tes congés, on reprendra. Donc, on reprendra. Alors, non, c'est quand même pour le 31, les gens qui veulent fêter le Nouvel An et qui n'ont pas d'argent et qui n'ont pas d'endroit, on fait ce que j'appelle le Nouvel An bonne franquette. C'est-à-dire chacun amène un plat. Et on fera en sorte de faire un petit buffet et tout le monde pipera un petit peu de tout le monde et les consommations restent au prix normal, on n'augmente pas. Et on va essayer de faire un petit rassemblement d'une 50aine de personnes pour faire la fête. Voilà. Bon alors réveillon de la bonne franquette à la brasserie de la Bourse, samedi 31 à partir de apéro 19h jusqu'à on ne sait pas. La police sera indulgente. On a 2 jours par an où on peut rester ouvert toute la nuit sans autorisation. C'est la nuit du 13 au 14 juillet et la nuit du 31 au 1er. Eh bien, alors profitons-en. C'est national, donc autant en profiter. Dans la joie et la bonne humeur et en faisant attention
d'avoir le capitaine à portée de la main. Ah oui. Ou alors, le taxi. ou alors vous pouvez coucher ici, on est bien. C'est moi ça. C'est moi. Bon, eh bien, ce soir, j'ai un invité, Ouais. un remarquable écrivain, qui a écrit un bouquin remarquable, tout à fait remarquable. Je vais le recevoir après un petit reportage, c'est même une bande-annonce que j'ai réalisée concernant le dernier film documentaire sur un projet agroécologique de la municipalité de Saint-Alexandre. Alors je me suis servi de cette bande-annonce avant de recevoir Gabriel Guet, parce que la transition sera d'autant plus facile, vous comprendrez pourquoi. Se demander est-ce qu'un jour ou l'autre, notre conscience va s'élever suffisamment pour que nous puissions mettre un scénario mondial qui puisse permettre finalement d'être heureux d'être en vie. Bonsoir Gabriel Guet. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Arabi, donc vous verrez le reportage, et j'ai la chance ce soir de vous recevoir, d'autant plus que Pierre Arabi termine en disant qu'il aimerait
qu'il y ait un scénario mondial qui puisse permettre d'être heureux d'être en vie. Et dans votre remarquable livre, vous dites à peu près les mêmes choses, où vous expliquez, fort détails et arguments à l'appui, que nous devons sortir de ce carcan, de cet enfermement dans lequel les adeptes du capitalisme, de l'ultralibéralisme, nous maintiennent, via les médias, la pub, la télé, les partis politiques, UMPS comme vous les appelez. C'est un peu comme une pieuvre qui a déployé sur le monde ses tentacules, qui sont dans le désordre l'OMC, le FMI, le MEDEF, l'OTAN, l'ONU, le CAC 40, le traité européen, j'en passe autant d'organismes et de syndicats dont vous brossez un portrait décapable. Et vous décrétez l'état d'urgence, un changement radical, brusque, mais pas violent. D'où le titre de votre livre, La révolution attendue. Certes, ce n'est pas un roman, mais c'est à mon avis un livre de chevet que tout le monde doit avoir, un guide individuel, un guide collectif, d'ailleurs vous en parlez comme ça dans le livre, qui permet à tous de comprendre et surtout de prendre conscience des menaces qui nous touchent. Et là, je vais vous lire. Je me force à être optimiste et à espérer que cette prise de conscience nouvelle se fera avant la venue d'une catastrophe écologique ou d'une guerre du pétrole ou d'un terrorisme nucléaire ou d'une pression migratoire violente ou de troubles sociaux de grande ampleur. Toutes ces menaces sont bien réelles, bien connues et bien étudiées. Il est clair que l'aggravation de la crise va correspondre à une intensification de la propagande officielle ultralibérale et sécuritaire. C'est sur ce terrain que se jouera l'issue. La propagande sera-t-elle convaincante ou non? Tout dépendra de l'accueil qu'elle recevra, donc de l'esprit critique ou de la crédulité du destinataire. Donc c'est vraiment une prise de conscience qui va répondre à cela. Et le fil rouge quand même de toutes vos explications, c'est la consommation, dont vous dites, et là je vous cite encore une fois, c'est pas là, c'est ici. La machine infernale de l'économie entraîne une consommation croissante chez l'homme qui ne va pas dans le sens de l'écologie. Déchets excessifs par exemple. Ou bien nous sommes victimes de la crise car nous sommes des consommateurs non avisés. Ou alors, notre conditionnement d'individu réduit à l'état de consommateur nous empêche de penser le monde autrement. Ça fait à peu près 1 an que vous avez écrit ce livre. Est-ce que vous êtes toujours optimiste? C'est vrai, je me force toujours à l'être, mais l'actualité nous donne beaucoup de raisons de ne pas l'être. Toutes les semaines, on nous dit la crise de l'euro, c'est la fin de l'Europe. On voit quand même les problèmes de sécurité qui sont mis en avant de façon très excessive. Donc, je dirais, on change d'avis ou on va vers une crise, quoi. Je n'ai rien inventé, je lis la presse, je n'ai rien inventé de toutes ces menaces qui sont là et qui sont toujours là, et je dirais encore plus graves. Alors, c'est vrai que votre livre fait aussi référence à de nombreux autres auteurs qui ont déjà, avant vous, tiré la sonnette d'alarme, et en même temps, les faits vous donnent raison. Alors, vous parlez de sécurité. Alors, puisque vous parlez de sécurité, vous dites que on en arrive à l'insécurité à force de faire trop de sécurité. Et que cette sécurité, en fait, elle est liée à ce productivisme, à cet ultralibéralisme qui fait qu'on produit plus de chômage, donc plus de gens qui ont faim, plus de gens à qui on promet des objets à consommer, mais qui ne peuvent plus se les payer. Surtout, la publicité crée des envies qui sont présentées comme des besoins.
Et donc, on crée des frustrations chez les gens qui ne peuvent pas se les acheter. Moi, je n'ai pas de Blueberry. Bon, ben, je ne suis pas frustré. Mais on lit qu'à Paris, dans le métro, presque la moitié des vols sont des vols de portables. On les présente à la télévision comme des merveilles incontournables. Et puis, ceux qui ne peuvent pas les payer, ben, ils les volent. Donc, je crois que le retour à la simplicité réduirait une partie de ces frustrations, occasion d'agressivité chez les gens faibles. Voilà. Alors c'est vrai que le livre explique qu'il faut réduire et réorienter la consommation. C'est un peu, si on arrive, c'est-à-dire c'est le comportement individuel ça. Parce que dans ce livre-là, vous critiquez bien entendu le traité européen, vous critiquez le MEDEF, on va y revenir, vous critiquez les partis politiques, bien entendu, ainsi que toute cette propagande, et puis en plus ce langage qui est faussé. Mais les gens peuvent intervenir quand même. Est-ce qu'ils peuvent de eux-mêmes arriver à changer leur mode de consommation? Déjà changer leur mode de pensée, c'est-à-dire réagir de façon critique à toute cette confusion entre information, propagande et publicité. Et puis après, à partir de là, c'est à chacun de choisir ses orientations. Moi, je ne suis pas un guide ni un gourou. Je dis des évidences et puis je donne des pistes pour en sortir. Par exemple, à un moment donné, vous dites n'achetez plus les produits qui passent à la télé. Bon, c'est un peu exagéré. Enfin, regardez un petit peu. Parce que c'est les consommateurs qui payent la publicité finalement. Pendant une soirée, prenez une télévision grand public et listez les produits en publicité. Et demandez-vous quels sont ceux qui sont vraiment utiles demain, quels sont ceux qui seraient vraiment le progrès, la liberté et la beauté qu'on nous présente comme ça de façon abusive. On crée des frustrations. Alors vous parlez aussi de pub, de propagande, tout ça. Et alors j'ai relevé, ça c'est fantastique, parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans votre livre, et j'ai relevé, page 108, ce que vous appelez les pirouettes verbales. Et c'est vrai qu'on n'y fait pas attention, mais je vais vous citer. Un des objectifs majeurs de l'amélioration de la productivité est de produire davantage de biens, de services et de marchandises avec moins d'employés. Donc, voilà. Donc, logiquement, à population égale ou supérieure, il s'agit bien d'augmenter le chômage et la pression sur ceux qui restent. Et pour nous faire avaler cette pilule, on parle non pas de licenciement, mais on parle d'une contraction d'effectifs. On ne parle pas d'un plan social, mais d'une adaptation de l'outil de production. On ne parle pas de spéculateurs, mais d'investisseurs. C'est vrai en plus. On ne parle pas d'envie, vous l'avez dit, mais de besoin. On ne parle pas de privilèges, mais on parle d'avantages acquis. On ne parle pas d'endettement, mais d'un appel à l'épargne externe. Et c'est vrai que ça s'appelle la perversion. C'est de la perversion. Est-ce qu'on peut parler de perversion de la démocratie? C'est une perversion, mais le principe de la démocratie n'est pas perverti. Mais Montesquieu disait la démocratie suppose des gens vertueux. Alors c'est du moralisme, etc., du catéchisme, mais sans un minimum de conscience et d'honnêteté, c'est sûr que la démocratie peut aller à des perversions. Est-ce que les institutions, elles, fonctionnent normalement? Parce que c'est ça. C'est ça le gros problème. Vous parlez de la justice, à un moment donné, la justice... Les instructions sont bonnes, mais les instructions qu'on donne aux institutions ne sont pas toujours bonnes. Vous n'êtes pas tendre avec la justice. D'ailleurs, on va en parler. Vous dites qu'on est dans un cas comparable, là actuellement, hein, notre pays en ce moment est comparable au pays en 1789, pendant l'Ancien Régime, juste avant la Révolution. Que les cas sont similaires. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Bon, par exemple, les gens, avant, le déclencheur de 1789, c'est que les gens, ils n'avaient pas à manger. Mais là, on arrive, c'est que les gens, ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Vous parlez de lourdeur et injustice de la fiscalité. Comme Louis XVI, comme du temps de Louis XVI. On a l'impression aussi qu'il n'y a pas une prise de conscience de nos élus, en tous les cas même de notre chef de l'État. Et vous parlez même que l'application de la justice, c'est pire qu'en 1789, et que l'arrogance et l'inconscience des nantis, c'est pire qu'en 1789.
Un exemple récent, c'est le procès Chirac, que le procureur demande la relaxe. Pour moi, c'est quand même un scandale de première grandeur. Ça. Alors que les faits sont prouvés, sont connus et reconnus. Et au début, les emplois fictifs, on parlait de 450. On a ramené à 7 évidents, et maintenant en plus la relaxe. Et il a remboursé une partie des emplois. Mais moi, si je vole votre portefeuille, je vais à la gendarmerie, je dirais je rends l'argent, mais les gendarmes me mettront quand même, me donneront quand même une amende. C'est ce que vous dites, petite délinquance, comparution immédiate et emprisonnement. Mais dès qu'il s'agit des gros délinquants qui sont fliqués, eh bien eux, ça attend 10 ans, 15 ans, c'est le cas de Chirac, vous l'avez dit. Voilà. Et il s'en est sorti après... Relax, c'est fini. Monsieur, il a pris 2 ans avec sursis. À son âge, vous savez... en fait, quand même, ça ne doit pas y faire plaisir. Ah, c'est sûr, ils ne s'en rendent plus compte. Ils s'en rendent plus compte. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous démontrez que le productivisme intense produit du chômage et des dégâts collatéraux en termes d'écologie. Il y a un déséquilibre social et il y a un déséquilibre écologique. Et donc, vous citez plusieurs exemples. Donc, et ça sous couvert de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est quand même grave ça, parce que ça devrait être un organisme qui devrait réguler, qui devrait équilibrer, et ils autorisent tout. Vous citez les bateaux qui s'échouent qui ont 5 nationalités, où il n'y a aucun droit de l'homme qui est garanti, c'est fait n'importe comment, on transporte des produits dangereux, des produits polluants, et c'est fait un peu n'importe comment. Vous citez aussi, en termes de nourriture, qu'on a supprimé pratiquement tous les petits agriculteurs, tous les petits paysans, qu'on n'a plus qu'à faire qu'à des hyper, que c'est à flux tendu et que maintenant la nourriture, c'est transporté par camion, voire par avion, voire par bateau, ce qui crée de la pollution, ce qui abîme la couche d'ozone. Et une fragilité, c'est qu'on est à la merci d'une rupture. Il suffit de 15 jours d'approvisionnement qui n'arrivent pas et c'est la famine, c'est la panique. Alors ça. La sécurité alimentaire, c'est la première des sécurités. Voilà. Ça. Il est vrai que si un jour il n'y a pas de camion, on ne mange plus. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir vers le local? Est-ce que ça, vous le dites, hein, mais en fait je le redis pour le test. C'est pas demain. J'écoutais aujourd'hui à la radio que pour démonter une centrale nucléaire, il faut 40 ans. Donc revenir au local, c'est pas demain par coup de baguette magique, enfin, par la réglementation, par la formation, par la recherche, on peut arriver à des productions plus locales. Alors la science, vous parlez de la recherche, alors la science aussi, vous n'êtes pas tendre avec eux, vous dites qu'ils sont au service, eux aussi, vous parlez de science inconsciente, parce qu'ils sont au service aussi du profit. Et qu'au lieu de faire de la recherche dans l'intérêt général, ils font de la recherche pour pallier aux problèmes qu'engendre cet hyper-productivisme. Vous avez un exemple? La science, la recherche vraiment indépendante devrait être publique. Maintenant, la recherche se fait par contrat avec une entreprise. L'entreprise ne va pas faire la recherche sur un sujet non brevetable. Une recherche, un résultat qui aboutit à une économie, mais ça n'intéresse personne. Eh oui. Par contre, augmenter les gaspillages, augmenter le besoin, voilà sur quoi on recherche. Et ça, là vous touchez. C'est terrible. C'est terrible. Alors en plus, moi je me rappelle très bien au début du nucléaire, l'argument majeur des antinucléaires, c'était le traitement des déchets. Et à l'époque, ils disaient, mais la recherche trouvera le moyen de pallier au stockage de ces déchets, voire à leur destruction, voire à leur disparition. Et on en est toujours au même point. Oui, mais Hannah Arendt, qui était une grande philosophe, dit qu'une des formes les plus abouties de la démagogie, c'est de repousser à plus tard des problèmes qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. Donc ça, c'est classique. Votez pour moi et dans 2 ans, vous verrez les résultats. Faites un effort, c'est le dernier, etc. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce système-là. Et c'est un cas typique. Eh oui, alors... Apprendre aux gens à dépenser moins ou à coûter moins, ça n'intéresse personne. Et pourtant, c'est quand même... un cas qui est frappant pour moi, c'est la publicité à la télévision, consommer 5 fruits et légumes par jour. Vous vous rendez compte, il faut qu'on dise aux gens, ils sont plus capables de dire, dans l'alimentation, c'est d'abord à base de fruits, de légumes et de céréales.
Mais il y a tellement de cochonneries vendues à la télévision, il faut une contre-publicité pour dire mais attention, Nutella et Coca, c'est pas ça la bonne santé. Ouais. Vous vous rendez compte de l'endoctrinement et un gamin, je vois chez nous les petits viennent, est-ce que tu veux boire, t'as du Coca? C'est vrai que les McDo fleurissent, quoi. Voilà. Ouais, mais il va falloir, comment on fait là? Il faut plus regarder la télévision, il faut faire une grève de la télévision, il faut faire une grève de l'achat, il faut... Déjà s'informer et réfléchir, je pense. C'est là où des groupes de réflexion sont intéressants. J'étais récemment, il y a quelques jours, à la librairie là, à côté, les 5 continents, une réunion du groupe Attaque de Bagnoles. Il parlait d'un centre social d'action à Bagnoles où il regroupe différentes associations pour faire un lieu, je dirais, un restaurant social et une assistance. Je passe sur le détail, mais fait agir au niveau local. Et s'il y en a suffisamment d'actions locales, je dirais après, ça changera au niveau national. Et surtout pas une révolution qui changerait une équipe pour en mettre une autre, si les principes dans la tête sont les mêmes. L'idée, c'est de sortir sa tête, de décoloniser sa tête, et se dire que la productivité, ce n'est pas la finalité de l'homme. Surtout chez nous, où je dirais le problème, c'est pas la famine, c'est la boulimie, c'est l'obésité le problème chez nous. On dit consommer plus, consommer plus. Travailler plus, travailler plus pour consommer plus, pour être malade plus souvent, et vous consommerez de l'hôpital. Voilà d'autant plus, si encore, et en plus vous expliquez bien que non seulement on se détruit la santé, mais en plus, puisqu'il y a une augmentation des cancers, vous le dites aussi, mais en plus, comme vous dites, ça fait des dégâts collatéraux terribles au niveau social, bien sûr, puisque ça laisse sur le bas-côté de plus en plus de gens. Il y a 1 milliard de gens qui n'ont pas à manger dans le monde, je crois. Hein. Oui. Mais même dans notre pays, je vois qu'il y a des laissés pour compte de plus en plus. Hein. Ouais. Les restos du cœur n'ont jamais été autant. C'est un scandale, ça. C'est un scandale. Mais on fait avec, on s'habitue. Et on coupe les crédits au resto du cœur. C'est que la communauté européenne est en train de discuter la suppression du crédit pour les restos du cœur et les autres questions sociales. Donc voilà, quoi. Tout est pour le CAC 40, la croissance, le PIB, etc. Alors, il y a un article, avec un passage que j'ai relevé aussi, puisqu'on parle de la bouffe, pour ne pas dire de la malbouffe, c'est sur la face cachée des prix bas. Parce que là aussi, on fait en sorte de valoriser ce qui n'est pas forcément bon à manger, et par contre, ce qui est bon à manger, on dit mais c'est trop cher. Enfin, la face cachée des prix, vous avez dit quelques... C'est très bien dit, c'est pour ça que je préfère le lire qu'en parler. Alors, on parle de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est la seule profession qui a concrétisé la conciliation entre écologie et économie. On peut toujours discuter de tel ou tel aspect de son cahier des charges, cependant les résultats sont là. Le principal reproche qui leur est fait, c'est leur prix généralement plus élevé. Alors, si on se conforme aux 3 recommandations ci-dessus, on peut trouver des produits biologiques à des prix comparables aux prix conventionnels. Mais souvent, on dit que c'est plus cher. Mais en fait, ce que l'on perd en prix, on le gagne en matière de santé sur le long terme. Par ailleurs, il faut savoir que les prix des produits biologiques tiennent compte d'une contrainte environnementale. Ça, tout le monde le sait. Par contre, la culture sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse protège l'environnement. Ah non, c'est pas par contre. Alors là, on est toujours dans le bio. La culture sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse protège l'environnement, alors que la culture classique externalise ses coûts environnementaux, par exemple, par la contamination des eaux, dont la dépollution est payée par les consommateurs. C'est-à-dire, on croit que les produits qui sont vendus moins chers sont moins chers par rapport au bio, mais en fait, en amont, on a payé la dépollution. On le paye autrement. On le paye autrement. Et je continue. En Bretagne, il y a un cas qui est flagrant. C'est un cas d'école, ça. C'est un cas d'école en Bretagne. Alors, la mise aux normes de pollution des bâtiments d'élevage est en partie subventionnée par la communauté européenne et les collectivités locales. Le coût de cette mise aux normes n'entre donc qu'en partie dans le prix du produit vendu. Dernier exemple récent. En septembre 2009, 8 communes et 2 départements bretons touchés par les algues vertes seront indemnisés par l'État pour les frais de ramassage engagés en 2009. Leur prolifération est causée par des effluents des élevages intensifs. La viande de poulet et de porc pas chère est en partie payée par les contribuables. C'est important de le savoir, ça, parce que c'est quand même vicelard.
Ça aussi, c'est de la perversion. Et je finis, pour terminer. Les producteurs biologiques qui font par leur pratique un effort particulier en faveur de l'environnement sont pénalisés pour la reconnaissance de cet effort. Ils doivent payer de leur poche la certification qui le valide, alors que les producteurs classiques sont contrôlés gratuitement par le service de la répression des fraudes. On peut très bien imaginer, et c'est là que c'est excellent ce que vous dites, on peut très bien imaginer un système simple où les produits biologiques seraient moins chers que les produits de culture conventionnels. Il suffirait d'appliquer le principe du pollueur-payeur. Donc on est dans un... C'est là qu'on se rend compte, et ce livre, c'est que ça. Donc c'est vraiment argumenté, ça, là je trouve ça excellent. Là on prouve par A plus B qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que quand on fait un bon produit qui n'a pas de... qui ne cause pas de dommages à l'environnement, eh bien ça coûte. Et par contre, quand on fait des produits qui coûtent à l'environnement, qui coûtent aux collectivités, eh bien on le promouvoit. On l'affiche et on le propose et on en fait la publicité. Eh bien, c'est que ça. C'est pour ça que, moi je dis, c'est un livre de chevet, ça. Il faut vraiment prendre conscience de tout cela. Ça, c'est qu'un exemple parmi des centaines que vous citez dans ce livre. Alors, et des centaines d'autres que je ne cite pas. Ah oui, mais sinon, il y a... dire, hein. Mais enfin, ça, on voit bien ce système pervers qui, par des propagandes, de la pub, pirouette des mots, par ce genre de pratique, quand même dénigrer la culture bio. C'est vrai, hein, on l'entend, hein, les gens qui disent « Ah oui, mais bio c'est trop cher, c'est réservé aux riches ». On l'entend ça. Et ça ne devrait pas être le cas. C'est les autres produits qui doivent être plus chers. C'est ça qui ne va pas. Alors on va en finir. On parlait des mouvements collectifs comme attaque. Et vous espérez que chacun, hors parti politique, on est bien d'accord, hors syndicat, hors idéologie, hors ambition personnelle, hors petit chef, hors division, eh bien, puissent se rencontrer, faire des groupes de rencontres, et établir, vraiment bien parler, en s'appuyant sur des livres comme le vôtre, hein, pour savoir de quoi on parle. Mais là, déjà vous donnez des solutions. Hein. Vous ne faites pas que des constats, vous donnez des pistes. Hein. Vous appuyez sur ce qui s'est passé en Guadeloupe, vous appuyez sur des événements. Hein. Seulement, ils n'auront pas de moyens. Ils n'auront pas des moyens, ces gens, il faudra vraiment qu'ils aient des convictions comme vous en avez, vous. Et ça sera souvent des bénévoles, quoi, parce que demander à quelqu'un de faire des efforts, de créer des groupes de discussion et de faire avancer, comment faire? C'est du bénévolat. Le problème, c'est qu'on ramène tout à de l'argent, combien ça coûte, combien ça rapporte. Les moments importants de la vie, ce n'est pas des moments liés à l'argent. C'est une rencontre, c'est un paysage, c'est une émotion, c'est ça les moments importants de la vie. Passer le seuil, je dirais, de survie. Ah oui, alors ça vous le dites. Alors, on a appris... Avoir une voiture plus grosse ou avoir une piscine plus grande dans son jardin, ce n'est pas des motifs de vie. Ceux qui l'ont, je ne les envie pas, je ne les amuse pas. Mais moi, je n'ai pas et je n'en aurai jamais parce que ça me paraît la vanité. Quoi. Alors ça, vous le dites très bien. J'ai dû le noter. Mais en fait, je vais le dire de mémoire. Vous expliquez que notre chef d'État a été élu sur un slogan qui était « Travailler plus pour gagner plus ». Sous-entendu, pour dépenser plus et consommer plus, enfin. Très fort, ceci. C'est celui-là même qui dit que si on ne fait pas ça, on va retourner à la bougie. Hein. Il a dit ça en venant à Tricastel, il n'y a pas mieux, il y a moi, vous l'avez relevé. Mais vous expliquez très bien que les gens ne se rendent pas compte, mais ils travaillent plus, la tête dans le guidon. Et ils font des... Comment dire ils se projettent dans leur vue future. Ils travaillent plus pour gagner plus, pour avoir plus, l'avoir plus, plutôt que le mieux-être. Leur vie future conditionnée par la télévision. Voilà. C'est ça qui est terrible. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'oublier leur vie présente. Ils ne vivent pas leur vie présente. Ils sont omnubilés par avoir plus que l'autre, plus de biens, tout ça avec la pub qui leur laisse la tête dans le guidon. Et vous expliquez très bien que la vie future, peut-être que ça sera trop tard. Commencez par vivre sa vie au moment, quoi. Et ça, vous l'expliquez très bien.
Voilà, oui, donc je dirais, mon message, c'est de rapporter de tout le monde, par tous les moyens, dépolluer vos esprits et réfléchissez à votre consommation. Et distinguer consommation et gaspillage. Et distinguer envie et besoin. Et déjà là, vous aurez fait un gros pas dans la direction qui est souhaitable sous peine de catastrophe. Parce qu'en plus, si on consomme mal, si on va dans les Lidl, des choses comme ça, ou des... Ouais, je dis rien contre les Lidl, je vous dirais... Non, mais des Lidl, des hypermarchés, pardon. Il ne s'agit pas de donner des bonnes notes et des mauvaises notes. Hein. J'essaye de, justement, il y a des côtés humoristiques, j'ai essayé maintenant, au lecteur de voir, pour ne pas me prendre ni pour un donneur de leçons, ni pour un gourou, ni pour un guide. Vous voyez, j'essaie de donner des pistes de mon expérience. J'ai eu la chance de voir d'autres cultures, d'autres civilisations. Je fais une confidence. Mon premier travail professionnel, quand je sortais de l'école d'ingénieur, j'ai passé un an, un peu plus d'un an, dans un village en République centrafricaine. Vous voyez? Mais ça m'a permis de voir autrement les problèmes de hiérarchie, de course au fric, de prestige, tout ça. Vous voyez, ça m'a de racisme, ça m'a débarrassé pour la vie. Ah ouais, mais c'est ça qu'il faut voyager. Et quand on voit comment se pollue la vie pour des détails sans importance, je me dis, mais moi je rejoins un petit peu Pierre Rabhi, le fait d'être en vie et en à peu près de bonne santé, et dans un pays qui marche pas si mal comparé à d'autres, c'est déjà un sacré motif de satisfaction qu'il faut améliorer, protéger, justement, et partager avec d'autres. Et pas se refermer, se replier, se recroqueviller sur son relais, jusqu'à devenir tout petit. Voilà, je ne te connais pas, donc je me méfie de toi. Quoi. Il peut y avoir des surprises, mais bon, la vie c'est une surprise. Mais enfin quand même, votre livre, que je vous dis, le fil rouge, c'est la consommation, donc chacun peut consommer différemment, peut réduire sa consommation, parce que, et choisir d'aller voir s'il n'y a pas des petits producteurs locaux, ils y sont, hein, ça existe. Il y a des AMAP, il y en a une à Saint-Alexandre, vous y faites référence aussi, hein, les AMAP, les CIVAM. Donc il y a des petits producteurs locaux là, qui se réunissent pour vous proposer du produit frais, du produit de saison, du produit bio. Alors produit de saison, vous faites allusion aux fraises espagnoles, n'achetez plus de fraises espagnoles. Si quand vous aurez lu le livre, vous n'en achèterez plus. C'est une catastrophe. Là aussi, on a un exemple. C'est un exemple, mais il y en a des tonnes comme ça. Vous savez que les poulets, les cochons de Bretagne sont élevés en partie avec du soja OGM qui vient du Brésil. C'est horrible. Et ça, c'est pas sur l'étiquette. Alors sachez, donc, pour en revenir à cette consommation qu'il va falloir que vous réorientez, que vous réduisez, en même temps, quand vous allez dans les hyper, eh bien, vous écrasez les producteurs. Et vous faites du mal aux producteurs, vous faites du mal aux employés, vous favorisez le chômage, parce que bientôt les hyper, il n'y a même plus d'employés. On ne fait pas du bien au reste de la société. Voilà. Il faudra mettre un peu plus d'humanité dans sa vie et un peu plus de réflexion. Pour résumer, consommer des produits de la saison, de la région, peu ou pas transformés et d'origine biologique. Et avec peu de viande. Je ne dis pas végétarien, mais souvent on mange trop de viande, c'est commode, c'est agréable, mais pour la santé, et pour le budget, c'est catastrophique. Alors, j'ai pas fini. Je veux quand même aussi, parce que vous écrivez un livre, certes, mais vous êtes attentif à l'actualité, et vous êtes sorti de vos gonds quand vous avez lu un rapport du ministre de la Santé, M. Darcos. Ah oui, c'est un exemple. Ah, mais c'est un exemple, mais enfin, je vais quand même lire une partie de la réponse que vous lui avez faite. Oui, mais si vous ne lisez pas sa lettre, c'est un peu... Non, mais ça fait rien quand même. Je ne vais pas lire sa lettre, mais... C'est un article particulièrement mauvais en plus. Un article, alors ça veut dire que vous êtes très attentif, et si vous l'êtes, tout le monde peut l'être quand même, il n'y a pas de raison. Et où c'est que j'ai relevé ça? C'est page 232, c'est presque à la fin, donc vous n'en avez pas fait le principal de votre livre. Mais enfin quand même, c'est pour... Alors c'est un extrait, hein. Quant à l'échec des valeurs matérielles et vénales dont parle Darcos, le propos est cocasse de la part d'un ministre soutien du plus bling-bling de nos présidents qui célèbre sa victoire au Fouquet, qui part en croisière privée à Malte
qui augmente son salaire et instaure le bouclier fiscal, qui exhibe sa Rolex, qui part en vacances chez Bush ou au Mexique, etc. En politique, les symboles ont leur importance. Je croyais que d'intellectuels le savaient. Et c'est pas fini. Vous allez un peu plus loin, et puis, parce qu'elle fait 3 pages, votre lettre. Esprit d'examen, 3 petits points, rigueur morale, tradition intellectuelle, c'est les mots qu'emploie Darcos, art de conférer, etc. Et vous faites blablabla. Bla, bla, bla. Vous croyez-vous vraiment aux avant-postes pour inventer une autre utopie sociale? C'est ces termes à lui, sa utopie sociale. Le progrès, c'est d'abord la justice, ensuite la solidarité. Dans ce domaine, n'opposez pas droite et gauche, dites deux gouvernements. Elles sont à mettre dans le même sac. D'ailleurs, à Paris, les politiciens socialistes sont interchangeables avec les politiciens de l'UMP. L'utopie sociale, si elle émerge, se fera à partir des rejetés, pas par des privilégiés du système. Je répète la dernière phrase. L'utopie sociale, si elle émerge, se fera à partir des rejetés et pas par des privilégiés du système. C'est magnifique ça. Mais peut-être que je nuancerai maintenant, vous voyez. Je continue à lire, à m'informer. Vous savez que j'ai lu ça récemment. Le premier parti communiste fondé par Marx avait 19 membres, dont 2 ouvriers. Et le reste, c'était des bourgeois. Oui, mais bon... Donc, le changement, ça suppose quand même une certaine réflexion d'ensemble, un certain niveau de connaissance, un minimum de moyens de s'exprimer, de se déplacer. Donc, c'est... Ah ben, là, il ne faut pas opposer, je dirais, vous voyez... Moi, je partage votre avis, quand même, parce que je trouve que la classe politique, dernièrement, depuis 30 ans, là, c'est toujours les mêmes. Ils cumulent les mandats. On a bien l'impression que la place est bonne. Ils ne sont pas au service de l'intérêt général, je ne crois pas. C'est le pouvoir financier qui a pris la place du pouvoir politique. Je pense que ça, on ne peut pas faire plus mal qu'eux en ce moment, quoi. Hein. Le plus dramatique, c'est que c'est verrouillé. Comment on fait pour voter là? Comment vous faites pour voter? Le changement, en plus de la consommation, de s'informer déjà, voir sa consommation, et puis voter, je dirais, je ne dis pas pour qui voter, mais je dirais pour qui ne pas voter, vous voyez. Je parle en fait c'est un sujet un peu différent, mais enfin, je parle du MPS, c'est-à-dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais. Une chose qui m'a... Je ne suis pas encore revenu à titre personnel quand on disait que Strauss-Kahn allait être élu, était le candidat du socialiste, enfin, il est directeur du FMI, professeur de faculté. Quel changement, enfin, il est au cœur du système qui renforce, quel changement est-ce qu'on peut attendre de ce monsieur? Il pourrait aussi bien être UMP que PS. Ben là, il y a eu une petite justice divine qu'il a parce qu'elle était téléguidée. S'il n'y avait pas eu ça, il aurait été élu président de la République. Il était... En matière de changement, merde. Ouais, mais là, on n'est pas mieux. Hein. Voilà, c'est ça qui était... Alors, je dirais... Qu'est-ce que vous pour les petits partis. Alors, il y a quelque chose, par contre, qui me chagrine. L'écologie, ça vous tient à cœur. Moi aussi. Moi, j'estime que ce n'est pas un parti politique, l'écologie. C'est plutôt une science. Et moi, je pense que l'écologie aurait beaucoup plus de force, elle aurait beaucoup plus de crédibilité en dehors de la politique. Et ça pourrait faire partie de ces mouvements collectifs dont vous appelez à se former. Et je trouve très dommageable que l'écologie devienne un parti politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dirais que je suis très mal à l'aise aussi, parce que là, c'est un peu le carrefour des ambitions personnelles. Ouais. Je dirais c'est là où on a tous, bon, à mon âge, je ne l'ai plus, mais enfin, un programme personnel de carrière. Ce qu'il faut, c'est concilier ça avec les principes quand même de la déontologie ou de l'éthique, ou ce qu'on veut. Ne pas sacrifier l'intérêt général à son intérêt particulier. Oui, mais d'autant plus. Alors, en plus, vous avez un exemple. Ce qui m'a choqué, c'est que les écologistes ont accepté que le problème de la centrale de la Manche a été complètement évacué. Ils sont quand même restés alliés des socialistes. Alors, leurs deux principes, c'était de... mais surtout comme Benedict en plus. Hein, voilà. Lui, il nous fait bien comprendre que la politique, c'est du consensus. Et au diable moi, je suis un peu... les convictions. À l'heure actuelle, je ne sais pas pour qui je vais voter. Ben moi non plus. Je sais pour qui je ne vais pas voter, mais en dehors de ça, je ne sais pas. Voilà. Alors, j'ai peut-être une solution, mais il faudrait que je crée un mouvement collectif autour de moi.
Parce que ce que je trouve regrettable, c'est que le vote blanc ne soit pas comptabilisé. Et vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Blanc. Alors j'avais pour idée de me présenter au présidentiel, abstenez-vous, votez blanc. Non pas pour une ambition personnelle, mais pour comptabiliser le vote blanc. Alors s'il y a un mouvement collectif qui veut m'aider à obtenir 500 signatures, eh bien j'y vais, et au moins comme ça, vous aurez un président de la République qui comptabilisera les votes blancs et qui pourrait être facilement élu parce qu'il va y avoir pas mal d'abstentions et de votes blancs. Peut-être. C'est dommage, parce que ça nous engage pour 5 ans. Qui, moi? Non, je veux dire, le président de la République, il a des pouvoirs tels que c'est plus fort que du temps de la royauté, quoi. Ah oui. Alors je vais terminer par deux réflexions, et une qui risque de ne pas vous faire plaisir et une autre qui j'espère vous fera plaisir. Je vous ai parlé de Pierre Rabhi. Il y a aussi Stéphane Hessel qui a fait un livre Indignez-vous qui a cartonné. J'espère que le vôtre va cartonner aussi. Et donc il y a vous, tous les trois. Alors, bon, vous avez un point commun, la même vision de la crise, hein, avec des solutions qui se rejoignent. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas de la première génération, tous les trois. Alors moi, je me dis, bon, est-ce qu'il n'y a que vous est-ce qu'il faut avoir votre âge pour s'offusquer, pour tirer la sonnette d'alarme, pour interpeller les gens? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal, ça. On n'a pas de philosophe. On avait Coluche. Pour moi, c'était un philosophe. Il a disparu, tragiquement. Comment on fait? Ça manque. Il ne faut pas appeler un peu des philosophes Comment dire, les gens de mon âge, en général, sont débarrassés des problèmes de carrière, de métier, oui, non, d'accord, vous êtes plus disponible. C'est pas ça que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être en décalage? D'être en décalage de la nouvelle civilisation? Oui. Et que vous êtes un ringard, que vous n'avez rien compris, c'est de l'utopie. J'ai démarré l'agriculture biologique il y a à peu près 30 ans. Et à l'époque, c'était un peu comme ces idées-là aujourd'hui. C'était ringard, c'était fou. Mon père, qui était agriculteur, ne comprenait pas comment moi, fils d'agriculteur, ayant eu des études agricoles, je passais à l'agriculture biologique. J'étais fou, vous voyez, c'était comme ça. Et puis bon, petit à petit, ça a percé. C'est pas encore la gloire, mais c'est recevable maintenant. Oui. Les agriculteurs biologiques sont fréquentables, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, c'est une utopie, c'est peut-être... Pourquoi je fais ça? J'ai rien à gagner. Vous n'êtes pas en décalage, donc vous pensez qu'on va vous écouter? Je suis en anticipation, mais... Mais je dis ça pour vous taquiner, oui, non, parce que l'autre réflexion... Je me pose la question. L'autre réflexion qui va vous faire plaisir et qui contredit ce que je viens de dire, eh bien c'est la conclusion de votre petite fille, Marie Andrieux, je lis que la fin. Comme vous, je m'interroge sur les effets de la crise et j'ai peur quant à l'avenir. Mais à la lecture de ces pages, j'ai trouvé de nouveaux éléments d'action et un nouvel espoir. Ah, et ça, je ne l'ai pas dicté, vous voyez. Voilà. C'est tel qu'il a dit, donc c'est quand même... Tout est dit. Merci Gabriel. Bien, merci à vous, ma foi, et à la suite, hein, parce que je prépare une nouvelle édition là d'ici quelques mois. Alors ce livre, on peut le trouver à la FNAC, à la librairie là. À la librairie La Pointe Saint-Esprit. Le Champ de la Terre, là, c'est à côté, rue Joliot-Curie. D'accord. Et puis vous vous adressez à TV1, on me fera suivre, et puis on essayera d'organiser une conférence quand même. Voilà, volontiers. Bon, Jean-Marc, ça a duré plus que prévu, mais c'est tellement passionnant. Tu passes le petit reportage et puis on arrive aux sorties. Donc si la garantie de la banque, c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé. Si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux deux parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national.
Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Alors un petit coucou à Fabrice Serre que vous avez reconnu puisque c'est un de nos sponsors, un de nos entrepreneurs qui aide à TVE et qui nous a permis de faire ce coup. Alors les sorties, vous pouvez toujours jusqu'au 6 janvier admirer l'exposition de l'artiste peintre Meg à l'auberge Le Bienheureux à Saint-Alexandre. Donc exposition peinture, vous voyez l'affiche de Meg à l'auberge Le Bienheureux de Saint-Alexandre. À cette même auberge, eh bien, on retrouvera Jean-Pierre Zapata qui n'est pas là aujourd'hui, notre chroniqueur, notre talentueux chroniqueur qui dédicacera son recueil de poésie. C'est vendredi à partir de 18h30, je le répète, à l'auberge Le Bienheureux. Nous y serons à TVE. Et ça sera un beau cadeau de Noël. Autre cadeau de Noël, pensez au massage bien-être avec Maria, que vous connaissez, qui est passée sur la TVE. Et puis, vous pourrez aussi apprécier toutes les festivités de Bouche-ta-Ville à Pont-Saint-Esprit. Comme j'ai annoncé au début, on va faire un break. On se revoit l'année prochaine. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine.